Roland Gori, bonjour. Vous êtes professeur de psychopathologie honoraire à l'université de Aix-Marseille et vous êtes un essayiste connu et reconnu pour être le penseur de la norme. Alors Roland Gori, qu'est-ce qu'une norme? Alors la norme, étymologiquement, c'est l'équerre, c'est ce qui tombe droit, c'est ce qui rectifie en même temps. La norme, c'est à la fois, comme dit une juriste, Catherine Thibierge, le tracé, la mesure. C'est-à-dire, c'est un peu comme le fil à plomb, si vous voulez. Et le terme de norme a une signification multiple. Et ce qui est très important, d'ailleurs, qui a été remarqué par le philosophe de la norme, dont les travaux sont tout à fait indépassables, c'est-à-dire Georges Canguilhem, avec son texte Le normal et le pathologique de 1943, et une postface extraordinaire entre 1963 et 1966, sur le normal et le pathologique. La norme, si vous voulez, a une signification à la fois qui se réfère à une fréquence, à une régularité statistique. Donc c'est presque comme la loi, hein. Il est normal que l'eau bout à 100 degrés, etc. Et la norme, c'est également dans une dimension beaucoup plus qualitative, c'est-à-dire elle implique un jugement de valeur. Il est normal de porter secours à des êtres vulnérables, il est normal d'apprécier les belles femmes intelligentes, etc. Donc, si vous voulez, il y a à la fois une signification quasiment statistique, fréquentielle, et puis aussi une signification esthétique, morale, qualitative. Et très souvent, on passe de l'un à l'autre, ce qui facilite bien évidemment le quadrillage normatif, par exemple, des populations, ou ce qui permet, si vous voulez, également de normaliser aussi bien les pratiques que les individus. Alors qu'est-ce qui fait que la norme est omniprésente dans tous les champs sociaux, et notamment dans le champ scientifique? Les dispositifs de normalisation infiltrent tout le champ social, tout le champ des pratiques professionnelles, et effectivement aussi bien les pratiques médicales que les pratiques d'aide sociale ou les pratiques scientifiques, par exemple de publication. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais c'est en même temps quelque chose qui est extrêmement daté. C'est-à-dire que, bien sûr, je veux dire, le vivant produit ses propres normes. Bien sûr, si vous voulez, il y a toujours eu des normes, par exemple transcendantales, dans des sociétés théocratiques, elles tombent du ciel, ou elles tombent des livres saints, bien évidemment. Mais, si vous voulez, la société de la norme, comme le dit le philosophe Michel Foucault, ça dépend quand même du XIXe siècle. C'est-à-dire que c'est afférent à une époque donnée, à une société donnée, c'est-à-dire les sociétés de normalisation et de contrôle, les sociétés qui justement sont extrêmement dépendantes des exigences que posaient, si vous voulez, au XIXe siècle notamment, et en particulier dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les prescriptions de comportement sur les scènes professionnelles. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, c'est le XIXe siècle qui voit s'étendre l'usage même du mot de norme. C'est vraiment à ce moment-là où on va normaliser les écoles formant les instituteurs, les écoles normales, on va normaliser les médecins, on va normaliser les canons, on va normaliser, si vous voulez, au sens où une pensée de la technique commence à s'infiltrer dans le champ social, et la norme est à ce moment-là, je dirais, ce qui va devenir le concept majeur pour réguler, si vous voulez, la société et les rapports entre les humains. Alors, c'est un point qui est important parce que on peut dire que jusque
au XIXe siècle, le terme de normal ou d'anormal n'est pas tellement un terme utilisé. C'est vraiment, bien sûr, dès le XVIIe par exemple, il y a les normes grammaticales, les normes de langage, et c'est aussi important parce qu'on voit bien comment au XVIIe par exemple, les normes grammaticales, les normes de langage correspondent finalement à une espèce de centralisation, si vous voulez, de l'usage de la langue alignée sur le parler du parisien bourgeois, pour aller très vite, n'est-ce pas, au moment où il y a en même temps une centralisation, si vous voulez, de l'État et une centralisation des pouvoirs. Mais pour revenir au XIXe, finalement, c'est à ce moment-là où il y a vraiment ce que dit Michel Foucault, une espèce d'extension sociale des normes. On va mettre des normes partout. Et on va mettre des normes, par exemple, même bien sûr, dans l'emploi du temps. Il faut voir les travaux d'Alain Corbin là-dessus. Il faut voir que, par exemple, les emplois du temps qui vont réguler les activités des ouvriers, des domestiques, des employés, c'est à ce moment-là que ça se développe. Pourquoi ? Eh bien justement, parce qu'à ce moment-là, il est de plus en plus nécessaire de capter les corps et de déterminer leur usage afin de les exploiter sur un marché du travail. Donc vous voyez, le quadrillage normatif des comportements s'impose au moment même où on change de manière de produire, c'est-à-dire où il y a une transformation dans les rapports sociaux de production. Et donc, effectivement, les sociétés de la norme qui s'imposent, si vous voulez, au XIXe siècle, au XXe et aujourd'hui, sans cesse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une inflation des normes aujourd'hui, c'est-à-dire une inflation de ce qu'on appelle en droit le droit mou, c'est-à-dire c'est pas la loi, si vous voulez, c'est pas le droit positif, c'est plutôt l'ensemble des recommandations, des règles de bonne pratique, c'est l'ensemble des conseils et autres qui finalement prescrivent de plus en plus des comportements rationalisés, organisés, fragmentés, ce que j'appelle moi prolétarisé. Est-ce que la norme ne serait pas là pour nous faciliter les choses, pour faire une sorte de balisage quand on ne sait pas penser, quand on ne sait pas avoir la vue d'ensemble sur un cas médical, mettons? Il y a un bon usage des normes à partir du moment où on établit, par exemple, un consensus sur la manière de poser des diagnostics. Quand je dis bonne chose, vous voyez bien qu'il y a à la fois un aspect qualitatif, appréciatif, et en même temps bonne chose au sens bien sûr d'une consistance scientifique, d'une validité en quelque sorte des procédures. Alors il y a aussi un mauvais usage en tant que les normes deviennent, comme vous dites, une prescription, c'est-à-dire que c'est une obligation molle. Et qu'à partir de ce moment-là, ça économise du temps, mais ça économise du temps de penser. Vous connaissez la phrase du philosophe Jean-François Lyotard, dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre. Donc effectivement, on va vous faire gagner du temps, puisque le temps c'est de l'argent, n'est-ce pas? Et donc à partir de ce moment-là, on va vous prescrire ce que vous devez faire au mieux dans un optimum de temps accordé. On va aboutir à la T2A, la tarification de l'activité par exemple à l'hôpital. Alors, c'est très important parce qu'on voit bien là comment justement l'usage des normes à la fois provient, je dirais, de la deuxième révolution industrielle pour aller très vite, bon, j'exagère un peu, mais à peine, et puis en même temps sert justement la cause des productions industrielles. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est le danger aujourd'hui dans la plupart des métiers, dans la plupart des professions. Ce danger, c'est ce que j'appelle, moi, la prolétarisation des professions. C'est quoi la prolétarisation des professions? Vous savez que le terme de prolétaire est un terme que Marx emprunte à la philosophie antique et qui, pour désigner, c'est le jeune Marx, c'est le Marx des manuscrits, Marx de 1844, le Marx hégélien de gauche. Il n'est pas encore marxiste, n'est-ce pas? Quand il parle de prolétaire, il fait, si vous voulez, à ce moment-là, allusion à cette confiscation du savoir-faire, du savoir et du savoir-être de l'artisan par le mode d'emploi de la machine. Et donc à partir de ce moment-là, on peut dire que l'artisan devient ouvrier spécialisé dans une chaîne de production standardisée ou dans des manufactures, et son travail va consister à exécuter des tâches qui sont segmentées, modulées, et dont il n'a pas finalement le plan
d'exécution. C'est-à-dire qu'il est dépossédé de la décision, il est dépossédé de la capacité de faire œuvre. C'est-à-dire qu'il n'est plus à ce moment-là, si vous voulez, maître de son œuvre, de son ouvrage, il est à ce moment-là, en quelque sorte, l'instrument d'un instrument qu'il sert. Tout se passe comme si le lieu de la décision passait de son être vers le mode d'emploi de la machine qui lui prescrit justement les actes qu'il doit accomplir. Vous parliez de modules, Roland Gori, et c'est vrai que dans le champ médical, on voit très bien que les opticiens remplacent les ophtalmologues, que les sages-femmes remplacent les gynécologues, que les infirmières cliniciennes remplacent les médecins. Il y a une espèce de remplacement, d'un changement, d'une modification des savoirs. Et en fait, avec ce qui permet ça, c'est l'arrivée des normes. Mais au fond, à qui profite la norme ? Je pense que la norme profite plutôt au système qui met en place des dispositifs de normalisation. Si vous voulez, ce n'est pas la norme qui, en quelque sorte, crée des dispositifs de contrôle, de surveillance, de traçabilité et de correction des comportements, c'est plutôt les dispositifs de normalisation qui produisent les normes correspondant aux finalités de ces dispositifs qui sont tous les mêmes, c'est-à-dire finalement surveiller, contrôler, modeler et façonner. Alors, je crois que c'est un point très important que l'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais qu'on peut maintenant évoquer, c'est-à-dire qu'on voit bien aussi comment, en quelque sorte, si vous voulez, il y a une inflation des normes, des règlements, des recommandations, des règles de bonne pratique, etc., des protocoles standardisés, dans un univers où l'autorité perd de son crédit. C'est-à-dire que là où l'autorité est en crise, là où l'autorité décline, qu'il s'agisse de l'autorité du politique d'ailleurs, ou qu'il s'agisse de l'autorité, si vous voulez, du médecin, il va de soi que c'est le pouvoir normatif qui s'accroît. C'est-à-dire que davantage vous voyez se produire du droit mou, des règlements, des recommandations, davantage vous pouvez considérer que l'autorité qui les promulgue est en crise. Et en lieu et place, vous avez quoi ? La bureaucratie, la technocratie. Donc, vous voyez, c'est ce qui est très, très ambigu et ambivalent du côté de la norme. À la fois, encore une fois, on ne peut pas vivre sans normes, mais en même temps, qu'est-ce qui les produit, qu'est-ce qui les légitime, qu'est-ce qui les fonde, à quoi elles servent. C'est ça la grande question que l'on a sans cesse, finalement, à se poser. Et dans, justement, une société ou un type de société comme la nôtre, où les grands récits sont en crise, où les normes ne sont plus garanties par des textes religieux ou par des déclarations idéologiques, etc., se met en place une espèce de densification normative, n'est-ce pas, une espèce de, si vous voulez, de treillis des normes qui est jetée sur le vivant pour pouvoir le capter, le surveiller, le contrôler et le façonner. C'est ça le problème. Et on voit bien d'ailleurs comment aujourd'hui ce pouvoir de contrôle des individus s'exerce à l'extrémité de toutes les institutions comme la famille, l'école, la médecine, la justice, etc. C'est-à-dire que finalement on adjoint à ces institutions finalement une fonction de contrôle qui vise à assurer une sécurité des individus dans une société de masse où les individus ont tendance à être isolés, à vivre comme des ermites de masse, comme dit Gunther Anders. Alors, c'est un problème majeur parce que, bien évidemment, à qui profitent les normes ? D'une manière générale, au pouvoir sécuritaire, puisque l'octroi de la liberté s'accompagne quasi nécessairement de la mise en place de dispositifs de sécurité. Et donc ces dispositifs de sécurité, regardez aujourd'hui, avec la numérisation du monde, on peut déterminer à peu près partout où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, ce que vous aimez, etc. Donc on va vers ce que le doyen Carbonnier appelait une passion du droit, mais du droit mou, du droit des normes, c'est-à-dire de cette inflation normative qui fait qu'on va pouvoir contrôler jour et nuit les individus. Donc ça sert les intérêts d'un pouvoir sécuritaire, avec bien sûr un risque de totalitarisme, de société totalitaire. Imaginez ce qu'aurait pu constituer pour les régimes fascistes nazis et staliniens l'usage du numérique tel
qu'aujourd'hui... Du pain béni certainement. Comment? Du pain béni certainement. Absolument, oui, mais ça serait même terrifiant. Alors, et puis alors, si je peux me permettre, un côté économique. Parce qu'il faut bien voir effectivement que vous preniez l'exemple des professions, à partir du moment où on va déléguer des tâches à du personnel moins formé, moins qualifié, moins coûteux, bien sûr, on gagne beaucoup d'argent et on change la manière de penser. Je crois qu'il faut bien voir que, si vous voulez, une société qui est articulée autour des normes et pas autour de la loi, est une société qui a une autre vision du monde, une autre vision éthique du sujet humain. Et c'est aussi l'apport majeur de Canguilhem qui disait qu'une société de la norme n'était pas une société qui allait vers les sociétés archaïques, mais était une société animale. Parce que si vous voulez prendre justement les modèles des sociétés normées, des sociétés normatives, ce sont des sociétés animales où chaque individu est une pièce détachée de l'espèce en vue d'une production collective. Mais ce qui est un peu étrange, c'est que ces normes sont acceptées unanimement. Et il y a une espèce de fascination ou de résignation face aux normes, puisque tout le monde y obéit, quoi, finalement. Oui, mais je crois qu'il serait un peu illusoire de considérer que le sujet humain désire la liberté. Il désire la liberté autant qu'il peut la haïr. C'est-à-dire que, regardez par exemple, quelque chose de tout à fait évident, lorsque les gens sont en week-end ou sont en vacances, où ils fréquentent les plages, où ils fréquentent les cabinets médicaux. C'est-à-dire qu'ils tombent malades et ils sont pris dans une angoisse hypocondriaque, une angoisse de l'incertitude, une angoisse du futur, une angoisse de la liberté. De la liberté. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps à partir du moment où il n'est plus normé, où il n'est plus planifié, où mes comportements ne sont plus prescrits. Donc je crois qu'il faut faire attention à l'illusion selon laquelle le sujet humain aspire absolument à une liberté totale. La liberté suppose la capacité aussi de supporter l'angoisse sociale, de supporter l'angoisse de l'incertitude, de l'indéterminé. Ce n'est pas donné à tout le monde et en tout cas pas tout le temps. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Alors, les dispositifs de normalisation, c'est aussi des fabriques de servitude volontaire, c'est aussi des fabriques de soumission sociale librement consentie, et c'est aussi des fabriques d'imposteurs. D'ailleurs, comme vous le savez, j'ai un peu travaillé sur cette question. Bon, il va de soi que, d'abord, on commence à vous vous laisse croire que la norme est objective. Donc on revient à cette confusion entre l'appréciation qualitative, le jugement de valeur, et puis la référence objective, statistique, fréquentielle, normative. Vous voyez, bon, ce qui n'est pas vrai. Tous les travaux de Canguilhem montrent qu'il y a une espèce d'impensée cognitive, d'impensée sociale dans les normes. Il dit d'ailleurs très bien que la norme ne se déduit pas de la moyenne, elle se traduit dans la moyenne. L'exemple concret est très simple. Si vous prenez la durée de vie d'un être humain, ça va être à tel siècle 30 ans, à tel autre 50, à tel autre 60, et puis aujourd'hui par exemple 75 ou 80. Bon. Sauf que donc, ça n'est pas cette moyenne qui va donner la norme, mais par contre, la moyenne va opérer une traduction de la norme dans le chiffre. Et donc aujourd'hui, on est plutôt, nous, aliénés à une espèce de romantisme des chiffres qui nous laisse penser que ce qui est quantifié est vrai. C'était, comme le dit encore Canguilhem, tout se passe comme si la qualité n'était rien d'autre qu'une propriété émergente de la quantité. Donc vous avez un chiffre, et vous savez bien que c'est vrai aujourd'hui dans tous les domaines, vous avez un chiffre, donc c'est du béton, donc c'est objectif, c'est transparent, etc. Ça n'est pas vrai. Au contraire, c'est justement là où prolifère l'imposteur, c'est qu'il a parfaitement compris ça. L'imposteur est un caméléon, une éponge vivante des valeurs de son environnement, et donc il sait parfaitement comment faire pour produire le chiffre et le score qui convient. Bien sûr, il y a les sportifs, mais dans tous les domaines, dans le champ du politique,
bien sûr, dans le champ du journalisme, dans le champ de la recherche, dans le champ de la médecine. Il y a une espèce de logique qui fait que la valeur est confondue avec une logique d'audimat. Vous savez ce que c'est la logique d'audimat au niveau du journalisme? Ben, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez ça, par exemple, dans la recherche, ça va être les facteurs M, les impact factors, etc., qui vont laisser penser que, en fonction de votre chiffre de rentabilité de la production scientifique, eh ben, ça détermine la valeur de vos travaux. Sauf que vous avez en 2013 Peter Higg, prix Nobel de physique, qui déclare au Guardian: je ne serai peut-être aujourd'hui pas recruté à l'université parce que je ne serai pas considéré comme suffisamment productif. Donc vous avez, c'est l'exemple même, mais bon, c'est sans arrêt. Moi, j'ai eu un certain nombre de responsabilités à l'université dans le recrutement des professeurs et des maîtres de conférences, dans leur promotion, etc., dans l'habilitation des laboratoires de recherche. Je peux vous dire qu'on voit très bien comment aujourd'hui les gens remplissent leur dossier de qualification en fonction de ce qu'ils connaissent de l'attente normative des experts. Et là, selon le cas, vous avez toutes sortes de tricheries possibles. On ne peut pas en sortir. Ben, on ne peut pas en sortir parce qu'on est dans un système. C'est-à-dire que la normalisation telle que j'en ai parlé, encore une fois, il aurait bien fallu différencier la normation, la normalisation. Bon, nous n'aurons pas le temps d'entrer dans toutes ces nuances, mais les normes, à partir du moment où dans une société moderne, pour aller vite, n'est-ce pas, elles constituent l'opérateur d'une régulation sociale et en même temps du contrôle des mœurs et des pratiques sociales au quotidien, et qu'elles ont tendance à s'intensifier, à s'amplifier et à s'infiltrer un peu partout, c'est très difficile. Exercer une pensée critique serait finalement la seule chose à faire. Exercer une pensée critique suppose que l'on ait du temps pour cela. Donc déjà, dans un univers comme le nôtre, où on travaille à flux tendu, et où on travaille, si vous voulez, de manière très chronométrée et de manière très, encore une fois, prolétarisée, c'est pas évident. Et puis il faut aussi une certaine confiance. Il faut aussi un certain amour, une certaine amitié pour l'autre. Souvenez-vous par exemple de la Boétie, du discours sur la servitude volontaire. Lorsqu'il explique comment on se met à servir le tyran, on se transforme en tyranno en pensant qu'on a avantage à servir le tyran puisqu'on peut en tirer profit en utilisant les autres, il dit qu'est-ce qui peut faire objection à la servitude volontaire? Il dit c'est l'amitié. Vous vous souvenez, la Boétie à Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, mais je crois qu'il touche un point extrêmement important. Il faut qu'il y ait une certaine confiance et un certain amour dans la relation aux autres pour pouvoir avoir une pensée critique sur ce que l'on fait. Et je crois que le système actuel, on s'est laissé déposséder de ce temps, de cette pensée critique, de cette relation aux autres. C'est-à-dire qu'on est dans un individualisme de masse qui est compensé par un hédonisme de masse également, où finalement la valeur de ce que l'on fait est déterminée par une espèce d'appréciation, de transformation de nos actes en marchandises ou en spectacle. Vous savez ce que disait Guy Debord dans La Société du spectacle? Le spectacle est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Ce que vous faites à l'hôpital, ce que vous faites dans votre cabinet, n'aura de valeur qu'à partir du moment où ces actes seront convertibles en marchandises, c'est-à-dire convertibles à une espèce sonnante et trébuchante. Et c'est comme ça que vous avez aujourd'hui, vous le savez, par exemple, dans le dispositif de santé, par exemple, au Royaume-Uni, très récemment, des chercheurs d'Oxford ont mis en évidence que les logiques d'austérité dans les hôpitaux ont produit une surmortalité estimée à 38 000 décès pour l'année 2015. Donc, bien évidemment, à partir du moment où vous avez une logique austéritaire, une logique de financiarisation de l'ensemble de nos actes, eh ben, vous risquez de ne plus prendre soin des plus vulnérables, parce que bien évidemment ce sont essentiellement par exemple les enfants et surtout les personnes âgées qui pâtissent de ce type de logique. Mais vous l'avez en France.
très récemment, la Haute Autorité de Santé s'est inquiétée d'un certain nombre de surmortalités possibles liées à l'épidémie de grippe, mais pas seulement à l'épidémie de grippe, liées à l'épidémie de grippe face à des dispositifs d'urgence qui ne pouvaient pas accueillir les populations ou envoyer les opérations reportées, ou bien le temps d'attente aux urgences s'allonger. Donc, vous voyez, les normes, on ne peut pas simplement en parler dans une espèce de philosophie pure, transcendantale, éthérée. Les normes, c'est quelque chose qui a à voir avec une manière de conduire les individus en société pour qu'ils produisent le plus de profit possible. Et là, il faudrait quand même dire un mot de Max Weber. Max Weber qui a beaucoup travaillé sur l'éthique protestante et l'esprit capitaliste. Max Weber montre parfaitement que le rationalisme économique, comme il l'appelle, c'est-à-dire le capitalisme, ne peut se développer qu'à la condition que les individus adoptent une certaine posture par rapport à leur vie, par rapport au monde, qui est une posture de rationalisation quantitative. Donc la norme, elle est extrêmement dépendante de cette manière de penser le monde et de penser le vivant. Paul Angory, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et je ne saurais trop recommander à l'ensemble de nos confrères de lire votre livre « La santé totalitaire » qui explique dans les détails ce que vous venez de nous dire en condensé. Merci à vous. Merci à vous.